Commission travaille sur la date de l'élection présidentielle et l'organisation de l'après 2 avril. Fortune diverse pour la journée ville morte décrétée par la plateforme Art Sunu Élection. Mot d'ordre pas suivi à Sandaga, respecté en revanche au lycée Lamine Gueye de Dakar. Suspension provisoire de la grève des travailleurs de l'hydraulique. Des négociations sont prévues demain avec le ministère de tutelle. Pays les moins avancés, le Sénégal veut quitter le groupe et intégrer celui des prix, les pays à revenus intermédiaires. Une déclaration du ministre Abdou Karim Fofana à Abu Dhabi où il participe à la conférence ministérielle de l'OMC au deuxième jour de la rencontre ce mardi. Les négociations sur la pêche et l'agriculture. À suivre, l'actualité internationale avec Nafissa Toussila, la page des sports Youssouf Bodian, la revue de presse de Mohamed Alimba et en fin d'édition, point de vue avec nos deux intervenants. Nous allons parler du projet de loi d'amnistie sur les faits qui se sont déroulés au cours des différents épisodes survenus depuis 2021. Abdoulaye Diop assure la partie technique de cette édition. Bienvenue à toutes et à tous. Ce mardi, deuxième et dernier jour du dialogue national initié par le président Macky Sall. Les travaux en commission se déroulent actuellement à huis clos. 2 commissions ont été mises en place, l'une chargée de travailler sur la date de l'élection, présidée par le ministre de l'Intérieur, Maître Sidiki Kaba. L'autre doit examiner l'après 2 avril, comment gérer la transition après la fin du mandat du président Macky Sall. Cette commission est présidée par le professeur Ismaïla Madior Fall, ministre des Affaires étrangères, qui assure l'intérim de sa collègue de la justice, Maître Aïssata Talsal, absente du territoire national. Et le front des candidats à l'élection présidentielle du 25 février, FC 25, qui se prononce sur l'ouverture hier du dialogue national. Selon Déthié Fall et compagnie, Macky Sall a confirmé lui-même que les conclusions du dialogue ne priment pas sur les décisions du Conseil constitutionnel. Ainsi, ils appellent les 7 sages à prendre leurs responsabilités pour préparer la transition. Boubacar Dieng. Selon Cheikh Tidiane Dièye, Macky Sall a réaffirmé hier que le dialogue national ne peut prendre aucune décision qui soit au-dessus de celle du Conseil constitutionnel, ce que ce candidat à l'élection présidentielle trouve paradoxal. Mais rester dans le dilatoire et aller à Diamniadio pour finir par reconnaître que lui-même ne peut prendre aucune autre décision, sinon aller retourner au Conseil constitutionnel et lui proposer une date après avoir perdu autant de temps, c'est ça qui me paraît curieux et qui justement confirme le fait de ce que nous avons dit en tant que candidat. Un autre candidat, membre du FC 25, Déthié Fall, qui appelle ni plus ni moins le président de la République au respect de la décision du Conseil constitutionnel. Tenir l'élection dans cet intervalle de temps rappelé par le Conseil constitutionnel et organiser la passation du pouvoir de façon pacifique. Lui rappelant qu'il n'y a que 5 dimanches qui nous séparent du 2 avril et par conséquent, il n'a qu'à choisir avec ses conseillers, avec les autorités compétentes, une date qui respecte cette décision du Conseil constitutionnel. Macky Sall dit être pressé de rendre le pouvoir et compte saisir les 7 sages pour choisir son successeur à la fin de son mandat si l'élection n'est pas organisée entre-temps. Déthié Fall et Cheikh Tidiane Dièye demandent à Mamadou Badjo Camara et ses collègues de prendre leurs responsabilités. La Constitution a prévu tous les cas de figure en cas de vacances ou d'empêchement ou quelque nature que ce soit et il ne lui appartiendra pas en ce moment-là, lui, de décider de ce qu'il faudra faire. Il appartiendra au Conseil constitutionnel d'en acter. Je demande en tout cas au Conseil constitutionnel de voir tout ce qui est possible à son niveau pour que le rythme démocratique qu'on a toujours connu soit maintenu. Les 16 candidats de l'opposition réunis au sein du FC 25 ont déposé ce 26 février des requêtes au Conseil constitutionnel. C'est pour demander aux 7 sages de constater la carence du chef de l'État à exécuter sa décision du 15 février et de prendre toutes les dispositions pour anticiper sur les risques de crise au-delà du 2 avril, fin du mandat du président Macky Sall. Les prises de parole du président Macky Sall hier au dialogue national, on l'a senti un peu vexé, quelque part agacé par la situation actuelle. Comment on peut l'expliquer? Jusqu'où ces petites colères peuvent-elles mener? Tentative d'analyse de la communication du président.
Mohamed Ali Mouba. Attaqué de toutes parts, étrangement seul au milieu des siens, sans déf, le président Macky Sall a craqué hier. Le journaliste Ibrahim Bahoum, spécialiste de la communication. Bon, lui qui se prenait qui se croyait vraiment immunisé par rapport à tout ça sur le plan international surtout. Et bon, voilà, il se retrouve au centre non seulement d'une polémique, c'est même pas une polémique, justement des attaques sématiques, de la remise en question de la démocratie sénégalaise, etc. Il ressent tout ça et c'est très difficile. Alors, donc, quand il appelle au dialogue ceux qu'il attendait qu'ils viennent, qu'ils ne sont pas tous venus, il y en a peut-être qui avaient promis de venir, qu'il n'a pas vu. En fait, tout cela mis ensemble, évidemment, c'est assez énervant. Mais en plus, la pression qui continue, des gens qui disent qu'ils vont aller voir le Conseil constitutionnel, qui disent que bon, ceux qui veulent le retour à ce qu'ils appellent l'ordre constitutionnel, d'autres disent que non, on ne peut pas faire ça parce qu'il y en a qui ont été injustement sortis de la compétition. Donc tout ça, évidemment, très fort, c'est beaucoup de choses en même temps. Et quelque part aussi, il se sent seul. Il faut qu'on le dise, le président n'a pas l'impression d'être porté par ces gens que lui-même a porté au pouvoir, enfin, disons qu'il a contribué à faire émerger politiquement et économiquement. Bon, il ne comprend pas évidemment qu'on est le seul, quoi. Je pense que ça fait partie évidemment des choses qui l'ont agacé et que c'est peut-être, je dis peut-être, la dernière rencontre de ce niveau qu'il va avoir en tant que président de la République avec les Sénégalais. C'est ce que je pense. Alors tout cela, mis côte à côte, oui, ça peut faire très mal. Non seulement certains s'en vont clairement et ils sont partis, d'autres s'en vont et l'attaquent en disant nous sommes candidats, que vous le vouliez ou non, quelles que soient les normes que vous allez poser. Et en fait, il y a ceux qui sont restés, mais qui sont vraiment peu visibles et qui ne font aucun effort. Donc c'est un monde fermé de trahison et également de petits meurtres entre amis. Le dialogue national tel qu'il s'est déroulé hier, le président n'a pas aimé. Il comptait sur la participation d'une belle brochée de candidats. À l'arrivée, presque le flop, d'où la radicalité de son discours. À la limite, ce qu'il dit, c'est que bon, là j'ai créé un problème. Après avoir créé le problème, je suis dans l'impasse. Si vous ne voulez pas m'aider à résoudre le problème, je vous laisse le problème et je m'en vais. Aujourd'hui que la crise est là, le report acté, Aliou Ndiaye estime qu'il faut l'aider à sortir de l'impasse en dialoguant sincèrement, sans ruse. Ces propositions devraient être soumises au peuple sénégalais dans le cadre d'un référendum, s'enfermer dans des dates et dire que avant le 2 avril au plus tard, il nous faut une élection. Pour moi, ce n'est pas être raisonnable. Pour moi, ce n'est pas être raisonnable de considérer qu'une élection devrait pouvoir se faire sans Ousmane Sonko. Parce que faire l'élection sans Ousmane Sonko, c'est avoir un autre problème à résoudre après. Se retrouver dans un cas où Ousmane Sonko, par exemple, sortirait de prison parce que Bassirou Diomaye Faye est président et se retrouver avec un monstre à deux têtes dans le pays. Ça aussi, c'est une situation assez ingérable. Pour le moment, Macky tente de dérouler son agenda. En attendant, bien sûr, la date du 2 avril, date à laquelle il promet de tirer toutes les conséquences de la situation. À midi 8 minutes, l'appel à une journée ville morte et à une grève générale lancée par la plateforme Art Sunu Élection. Mot d'ordre pas suivi au marché Sandaga pour certains commerçants. Il faut trouver d'autres moyens de lutte car l'économie est déjà morte. Reportage Salimata Aou. Ibrahim Fall est vendeur de pantalons jeans devant le centre commercial El Malik. Devant lui, son parasol. Il le déplie pour être à l'abri du soleil. Comme beaucoup d'entre eux, le mot d'ordre de la journée morte n'est pas respecté par ces commerçants établis sur cette ruelle. Nous n'avons pas beaucoup de moyens pour observer cette journée ville morte. Je reviens du Bawol comme ça. J'ai dépensé toutes mes économies là-bas. Regardez par vous-même. Je n'ai que 400 francs CFA dans mes poches. Je ne peux pas me permettre de respecter cette journée ville morte. Khadi commercialise des fruits exotiques. Elle ne songe même pas à baisser rideau. La journée morte, c'est pour les nantis, selon elle. La vie est tellement dure. On nous parle de journée morte. Je refuse de l'observer. Je vis au jour le jour. Ma dépense quotidienne, je la tire de mes recettes journalières. Les commerçants nantis peuvent se le permettre, mais moi non. Même s'ils partagent le point de vue des initiateurs de cette journée, ces commerçants demandent d'autres formes de lutte. Toute l'économie du pays est au ralenti. Les clients ne viennent plus. Les politiciens nous fatiguent trop. Art Sunu Élection déroule un plan d'action pour exiger la tenue de l'élection présidentielle dans lequel figure cette journée morte. Mais les commerçants
sont formels. Au lycée Lamine Gueye, 65% des professeurs sont absents, une situation que déplore le censeur du lycée. Des heures perdues, les élèves s'en désolent. Seydou Nourouba. Lycée Lamine Gueye, la cour donne l'impression des élèves qui viennent de sortir de cours, mais il n'en est rien. Il y a journée morte. Puis on rentre comme ça, on est venu à 8h, mais les profs ne sont pas venus. Il y a certains profs qui étaient là, mais les autres ne sont pas venus. Une absence de 65% des professeurs, des statistiques du proviseur qui déplorent la situation. C'est bien suivi, je crois, parce qu'on a un taux d'absence de 65%. C'est dommage pour l'école, mais donc vu la situation du pays, bon, la situation est un peu confuse, donc on ne sait vraiment pas à quoi s'en tenir. Nous avons croisé ce professeur de philosophie qui dit n'avoir pas eu le choix de respecter le mot d'ordre. Oui, je fais le ça. Non, j'avais cours ce matin à 8h, mais j'ai constaté que les élèves étaient là, mais le couloir était vide. Autrement dit, les couloirs n'étaient pas là. Je pense donc que le moment a été suivi. Des heures perdues au grand dents des élèves. Ça nous fait un peu mal parce qu'on s'est levé très tôt. Venir à l'école, on nous a dit qu'il n'y a pas cours. Ça retarde un peu notre éducation et c'est très, très malheureux. Une journée morte décrétée par Arsène Élection. Au lycée Lamine Gueye, la majorité des professeurs est en phase. À Kaolack, le mot d'ordre est respecté en partie. Des syndicats d'enseignants s'y sont conformés. En revanche, les commerçants et autres conducteurs de moto Jakarta mènent leurs activités et évoquent un problème de communication. Kaolack, Fatumbo. Les élèves du CM d'Angan et l'école Gambetta n'ont pas fait cours ce mardi. Ici, on respecte la journée ville morte décrétée par la plateforme Aar Sunu Élection, selon Moundiaï Goumbala, principal du DCM. On devait avoir 11 collègues pour faire les cours, mais il n'y a qu'un seul ici, un problème mathématique. Donc tous les autres ne sont pas venus. C'est une journée ville morte, donc ils ne sont pas venus en grève. Ils suivent les directives de leur syndicat. Cependant, au marché central, nous trouvons des commerçants qui n'étaient pas au courant de cette journée ville morte. Non, je n'étais pas au courant. Je croyais que c'était seulement à Dakar. Si je savais, j'allais observer ce mouvement d'humeur. Je suis un vrai patriote. Mustapha et Aliou sont des jeunes Jakartamènes. La conjoncture économique actuelle ne leur permet pas de respecter ce mouvement d'humeur. Avec la situation, on ne peut pas rester chez nous. Nous gérons nos dépenses quotidiennes. On n'est pas dans la politique et autres. Quelle ville morte? Nous assurons nos dépenses quotidiennes, donc on ne peut pas respecter cette mesure. À Kaolack, la journée ville morte à l'initiative de la plateforme Aar Sunu Élection ne fait pas l'unanimité sur la route nationale, tout comme dans les lieux de commerce et autres. Chacun vague normalement à ses occupations. Fatumbo Kaolack, Radio Futur Média. Toujours dans le monde syndical, mais pas en lien avec l'actualité politique, les travailleurs de l'hydraulique suspendent provisoirement leur mot d'ordre de grève. Ils attendent l'issue des négociations avec le ministère de tutelle prévues demain. Ces travailleurs réclament notamment l'indemnité de logement et la revalorisation de leur salaire. À ce propos, le secrétaire général du syndicat national des travailleurs de l'hydraulique, Yeli Koulibaly, avec El Hadj Ndiogoudien. On a déjà bouclé les 72 heures. Nous sommes convoqués demain au niveau du ministère de l'eau et de l'assainissement. Le ministre a donné des instructions pour qu'on nous reçoive. Donc demain à 10 heures, on sera au ministère. On ira là-bas pour voir. Si nous sommes satisfaits de nos points de revendication, on va lever le mot d'ordre. Dans le cas échéant, nous allons continuer le combat. Nous demandons la généralisation des primes de logement, l'augmentation des primes de prudence des chauffeurs allant de 60 000 à 120 000 francs, l'augmentation des salaires, le recrutement des bénévoles de 15 à 20 ans d'apprentissage hérité par le président de la République en Conseil des ministres du 2 février 2023, le paiement des primes de chantier, la dotation de moyens de matériel et logistique afin de garantir un service public de qualité et l'opérationnalité des services concentrés, le versement des agents dans la fonction publique. Si nous n'avons pas satisfaction, on va reprendre la grève le plus rapidement possible. À Rufisque, litige foncier sur un lotissement fait par feu Mbaye Jacques Diop en 1996 fait débat. L'association des attributaires de la série G de Rufisque accuse un promoteur de vouloir
faire main basse sur leurs parcelles et demandent la levée de l'arrêté préfectoral pour permettre à des centaines de pères de famille en location de construire. Les membres de cette association étaient en conférence de presse. Le vice-président El Hadj Malik Dia avec Abdou Diouf Diagne. En ce qui concerne le problème des terrains, nous sommes acculés par un certain Ousmane Ndiaye qui apparemment détient des baux et après vérification au niveau du service des domaines, nous nous sommes rendus compte que tous ces terrains-là sont immatriculés au nez de l'État du Sénégal. Par conséquent, nous ne pouvons accorder aucune valeur juridique à ces soi-disant baux présentés par M. Ousmane Ndiaye. Pourtant, il se permet de vendre des parcelles à des tiers, des parcelles également dont les propriétaires légaux détiennent tous les papiers administratifs, des logements issus depuis le lotissement fait par Maître Mbaye Diop en 1996. Ces personnes aujourd'hui ont des problèmes pour construire parce qu'il y a au-delà de Ousmane Ndiaye un arrêté préfectoral qui date de 2018 qui cite 153 personnes pour lesquelles les personnes ne peuvent pas construire. Aujourd'hui, nous pensons qu'il est grand temps que le préfet aujourd'hui en service puisse remettre en cause cet arrêté-là pour lever les interdictions de construction au niveau de ce site. Également pour la sécurité, nous pensons qu'aujourd'hui, avec les différents vols qui sont recensés par-ci par-là, les agressions des portables pour les jeunes filles et les jeunes garçons qui vont au niveau de Sidiko, alors que dans notre quartier, nous avons 3 commissaires de police et un commandant urbain, nous pensons qu'avec une concertation avec ces différents responsables de la police, nous pouvons trouver un terrain d'entente pour régler le problème de sécurité. RFM, la radio de toute l'actualité. Le Sénégal veut quitter le groupe des PMA, pays les moins avancés selon le ministre du Commerce et des PME. Abdou Karim Fofana l'a déclaré à Abu Dhabi aux Émirats Arabes Unis où il participe à la conférence ministérielle de l'OMC. Le Sénégal veut désormais intégrer les prix pays à revenus intermédiaires. Pour Abdou Karim Fofana, notre pays y est bien éligible. Propos recueillis par Babacar Fall. Vous savez, le Sénégal a accédé au statut de PMA en 2001. Et entre 2001 et 2021, beaucoup d'efforts ont été faits, notamment avec le PSE. Parce que n'oubliez pas, sur les critères pour passer de PMA à PRI, c'est-à-dire pays à revenus intermédiaires, il y a beaucoup d'efforts, mais il y a aussi des performances. Le Sénégal a eu à réaliser des performances importantes, notamment une évolution très importante de son revenu national brut par habitant, une évolution aussi très importante de son indice de capital humain, parce que le Sénégal a beaucoup investi dans la santé, dans l'eau, dans l'électricité, dans l'éducation, ce qui nous a permis quand même d'avoir des résultats. Maintenant, il y a l'indice de vulnérabilité économique et environnementale, qui est une question relative au choc exogène. 2019, vous avez vu 2020, la Covid, les inondations, les questions climatiques. Donc, nous avons eu les résultats escomptés. Nous cochons 2 des critères sur 3. Maintenant, il n'y a pas le choix. Nous avons une ambition pour être émergent. Quand on a une ambition pour être émergent, on ne peut pas aussi vouloir toujours évoluer et rester dans l'autre zone. Donc, les évaluations, nous en avons passé 2 qui sont très importantes et que nous avons pu réussir. Il en reste encore d'ici 2028-2029 pour y arriver. Et j'espère que comme tout pays qui se respecte, nous avons l'ambition de dépasser cette étape et aussi aller être plus conquérants sur les marchés économiques, développer notre industrialisation, respecter de plus en plus les questions environnementales et nous permettre d'aller de l'avant. Nous nous rendons d'ailleurs à Abu Dhabi aux Émirats Arabes Unis où se tient la 13e session de la conférence interministérielle de l'Organisation mondiale du commerce, aujourd'hui 2e jour. Babacar Fall, bonjour. Bonjour tout le monde. Alors Babacar, vous suivez ces négociations. Au menu des discussions ce matin, la pêche. Oui, Georges, c'est l'un des sujets majeurs de cette conférence ministérielle. Les pays les plus riches qui subventionnent leurs bateaux de pêche, ce qui fait que les pêcheurs de ces pays riches gagnent plus sur le marché international. C'est un déséquilibre, une injustice même, comme disent les pays les moins avancés. Et il y a ensuite des discussions sur les zones de pêche. Le Sénégal et les autres États moins riches, mais qui ont des côtes poissonneuses, dénoncent la présence de bateaux dans leurs eaux et sans autorisation. Et lors des négociations de ce matin, les différents ministres du commerce qui ont pris la parole sont unanimes là-dessus. Il faut mettre fin à cette illégalité.
Mais il n'y a pas que ça. Même les bateaux qui obtiennent des licences, ça donne à une surpêche et en pêchant très souvent les petits pélagiques, ce qui est source de destruction de la ressource. Alors, Babacar, dans l'après-midi, place aux négociations sur l'agriculture. Oui, et là aussi, toujours les plus forts qui marchent sur les plus faibles, les puissances économiques qui accordent des subventions à leurs agriculteurs, un déséquilibre sur le marché international qui doit être corrigé selon les pays les moins industrialisés. Merci Babacar Fall, vous suivez tout cela pour nous. On se retrouvera dans nos prochaines éditions. À 12h20, l'actualité religieuse pour boucler cette première partie du grand journal. La cérémonie officielle du Magal de Darul Mourti est prévue à 13h. La délégation gouvernementale sera dirigée par Mansour Faye, ministre des Transports terrestres. Il sera accompagné de Modou Diagne Fada, ministre des Collectivités territoriales, et Samba Ndiobenka, ministre de l'Agriculture. RFM. L'actualité internationale. Nous accueillons dans ce studio Nafissatou Sila. Bonjour Nafissatou. Bonjour Georges. Le Mali d'abord. Rome annonce la libération de 3 Italiens enlevés en 2022. 3 otages d'une même famille, ils avaient été enlevés le 19 mai 2022. Plus de détails avec Awambaye. 3 ressortissants italiens de la même famille ont été libérés dans la nuit du 26 au 27 février. Selon le gouvernement italien, Rocco Langone, son épouse Maria et son fils Giovanni ont été enlevés le 19 mai 2022 au sud-est de la capitale Bamako. Membres des témoins de Jéhovah, les 3 Italiens avaient le projet de bâtir un lieu de culte à Sinsina et ils voulaient s'intégrer le plus possible à la société malienne et ils avaient même adopté le nom de famille Koulibaly. Et ces 3 donc ont été enlevés dans leur maison par des hommes armés originaires de Potenza mais ont vécu durant plusieurs années à Lombardie. En Guinée, grève générale illimitée très suivie à Conakry et des morts enregistrées hier. Georges, grève suivie de manifestations spontanées avec des affrontements entre jeunes et forces de l'ordre qui ont au moins fait 2 morts et plus d'une dizaine de blessés. Selon RFI, jamais un mouvement de grève n'aura été suivi ces dernières années en Guinée. Les écoles, les banques et les commerces sont tous fermés. L'administration est partout paralysée avec un service minimum dans les hôpitaux et les stations-service. Et l'on parle de l'assassinat du présentateur camerounais Martinez Zogo, une nouvelle étape dans l'enquête avec la requalification des chefs d'accusation contre certaines personnes mises en cause. Le tribunal militaire en charge de l'information judiciaire a notifié le lieutenant-colonel Justin Down, ancien directeur des opérations du service de contre-espionnage camerounais, et Martin Stéphane Savom, maire de la commune de Bibey, 2 accusés dans cette affaire qu'ils seront désormais poursuivis pour complicité d'assassinat. Les 3 autres prévenus dans cette affaire répondront, eux, à l'accusation d'assassinat, qui remonte à janvier 2023, Georges. France, une conférence internationale de soutien à l'Ukraine s'est tenue hier à Paris. Conférence réunissant une vingtaine de chefs d'État européens. Emmanuel Macron, le président français, a souligné dans son discours l'importance de la défaite russe et annonce par ailleurs qu'un envoi de troupes françaises sur le front ukrainien ne devrait pas être exclu à l'avenir. Tom Choran. C'est lors des discussions interprésidentielles de la rencontre que le président Macron a fait cette déclaration sur le potentiel envoi de troupes occidentales en Ukraine. Il a précisé que cette décision extrême était envisagée, malgré l'absence de consensus parmi les pays de l'Union européenne sur cette question. Macron a également annoncé la signature prochaine de nouveaux contrats d'armement avec l'Ukraine, qui vont concerner notamment les missiles à moyenne et à longue portée. Dans son discours, Macron a donc affirmé que la Russie ne devait ni ne pouvait gagner cette guerre, non seulement pour sauvegarder l'existence de l'Ukraine, mais également la sécurité collective en Europe. Il a également exprimé ses inquiétudes sur la situation intérieure de la Russie, marquée par la récente mort en prison de l'opposant Navalny. Les dirigeants européens se sont entretenus en visioconférence avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky. En dépit de sa frustration, le dirigeant n'a pas fait de reproches directs quant aux insuffisances de l'aide européenne. Il a tout de même déploré, à la fin du sommet, que celui-ci n'ait pas abouti à des annonces concrètes. Il a notamment déclaré, je cite, « Sur 1 million d'obus que l'Union européenne nous a promis, ce ne sont pas 50%, mais malheureusement 30% qui ont été livrés. »
Malgré les 2 ans d'invasion russe, Kiev demeure dans une situation délicate et dépend plus que jamais de l'aide occidentale. La conférence qui s'est tenue hier visait, selon l'Elysée, à symboliser une Europe déterminée et non résignée face à l'invasion et aux pratiques autoritaires de la Russie. Vladimir Poutine, le président russe, a tenu à répondre aux annonces d'Emmanuel Macron sur le possible envoi de troupes en Ukraine et a précisé ce matin que cela ne serait pas, je cite, dans l'intérêt des Occidentaux. Aux États-Unis, un soldat américain s'est immolé par le feu devant l'ambassade d'Israël à Washington. C'est en raison de la guerre à Gaza. Cela s'est passé dans la capitale fédérale américaine dans la mi-journée de dimanche. L'homme en uniforme de l'armée américaine s'est aspergé d'essence devant l'ambassade d'Israël après s'être filmé et avoir diffusé la vidéo sur un réseau social où il appelait à la liberté pour la Palestine. Aaron Bushnell explique qu'il ne veut pas être complice d'un génocide. Il s'est aussitôt enflammé avant de s'effondrer. L'intervention de la police et des secours a été rapide mais pas efficiente puisque le jeune homme de 25 ans, membre actif de l'US Air Force, va mourir des suites de ses blessures. C'est tout pour cette page internationale, Georges. Merci Nafissa Toussila. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Avec nos 2 intervenants, le professeur Ogo Sek, président de l'Association des juristes africains, et le professeur Ndiogou Sarr, enseignant-chercheur en droit public à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar et membre du collectif des universitaires pour la démocratie. Nous allons parler du projet de loi d'amnistie annoncé hier par le chef de l'État lors de l'ouverture du dialogue à Diamniadio, projet de loi d'amnistie sur les faits qui se sont déroulés au cours des différents épisodes survenus depuis 2021. RFM Sport. Bienvenue Youssouf Bodian. Merci beaucoup Georges. Football pour démarrer, ASC Walidan fait un bon début de saison en Ligue 2. Le club thiessois, champion de la phase aller, est actuel leader avec 3 points de plus qu'Oslo. Oslo est 2e au classement, mais pas d'euphorie pour son entraîneur qui estime qu'il y a encore du chemin à faire. L'objectif est de terminer parmi les 4 premiers selon Bo Saliou Touré, que je vous propose de suivre. Aujourd'hui, on est dans une très bonne dynamique. Et le plus important, c'est de maintenir le cap pour vraiment maintenir ce qu'on a comme avance par rapport aux autres. C'est un championnat, rien n'est encore joué. On est à la 14e journée. On va continuer à travailler en sachant que c'est un championnat très serré, très difficile, où pratiquement toutes les équipes se valent. On veut se maintenir, on a renforcé l'équipe par rapport à des nouveaux arrivés. On a eu un joueur qui était là avec nous l'année dernière et qui est parti à Wakam, qui est revenu, à l'occurrence Faramoussou Diagne. Il y a des jeunes joueurs aussi qu'on a recrutés. Il y a un gamin qui nous venait de Ziguinchor à Diamat, Moussa Diallo. Donc c'est pas mal de joueurs qu'on a recrutés. Mais voilà, vous savez, dans le recrutement, il faut faire attention toujours. Quand il y a un groupe qui est là, qui fait un bon boulot, un bon travail, c'est pas la fin de tout chambler. Donc on a pris que 6 jours, c'est bien pour renforcer. Comme c'est un championnat très corsé, il faut faire tout de ne pas lâcher. Nous-mêmes, notre dernier match contre Seneps, les gosses ont fait un bon match. Même le nouveau, ils sont venus après comme remplaçants. Il y a d'autres qui ont démarré. On va faire tout pour être parmi les 4 premiers. Pour le compte de la 15e journée de Ligue 2, le leader donc ASC Walidan qui reçoit Niary Tally Grand Dakar Biscuiterie, match prévu ce samedi à 16h30 au stade Maniang Soumaré. En Angleterre, on joue le 5e tour de la Coupe nationale. Un duel entre 2 clubs de Première Ligue à 20h. Luton qui défie Manchester City, mais avant, Bournemouth joue Leicester en quart de finale de la Coupe de France. L'Olympique lyonnais affronte Strasbourg. Le match est prévu à 19h45. Toujours en France, en national, on joue la 18e journée. Le leader Red Star de Cheikh Ndoye, entraîné par Habib Beye, reçoit Gol FC, match prévu à 18h30. Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026, les jeunes boxeurs sénégalais se préparent. Ils sont âgés de moins de 17 ans, s'entraînent déjà pour la présélection. Ces boxeurs qui veulent se qualifier et décrocher des médailles lors de ces JOJ 2026 à Dakar. Mais une fausse note, ces jeunes boxeurs n'ont pas assez d'équipement et de moyens. Aminata Ba a assisté à leur séance d'entraînement à Yeumbeul. Ces boxeurs de moins de 17 ans se donnent à fond pour être au top lors de la phase de présélection des Jeux olympiques de la jeunesse de 2026.
Saliou Ndiaye, 15 ans, pensionnaire de l'AS Pikine, se voit déjà dans la peau d'un champion d'Afrique. Nous sommes prêts à être des champions d'Afrique. Nous voulons que toutes les médailles restent à Dakar. Nous nous entraînons tous les jours. Ces jeunes boxeurs sont entraînés par d'anciens internationaux de la discipline qui ne négligent aucun détail. Il privilégie la formation en ces périodes. Ibrahim Ouad. Les entraînements se font étape par étape. Nous sommes en train de leur apprendre comment faire la boxe. C'est après cette phase que nous allons organiser des championnats. Mais à ce stade de la préparation, pas d'appui pour les boxeurs, encore moins pour l'encadrement technique. Le ministère des Sports est interpellé. Asfali Djourani, entraîneur. Nous n'avons pas encore une aide venant du ministère des Sports et c'est difficile d'entretenir des enfants. Nous avons besoin des gants, sacs entre autres. Les autorités doivent assumer leurs responsabilités. Remporter le maximum de trophées aux Jeux Olympiques de la jeunesse de 2026 est l'objectif de ces sportifs. Il faut donc un accompagnement de l'État pour optimiser les chances. Aminata Bakr, Massar, Radio Futur Média. Merci Aminata. Georges, c'est tout pour les sports. Merci Youssouf Bodian. Rapido et son sticker rechargeable et la direction de la santé mère-enfant vous offrent votre revue de presse. La revue de presse de Mohamed Ali Mouba, bonjour. Bonjour. Dialogue national, Macky fixe l'agenda. Mon souhait est d'organiser l'élection avant l'hivernage. En cas de non-élection, je remets le pouvoir le 2 avril et on s'en tient là. Le président de la République le ras-le-bol total. L'AS parle carrément de Yanamar de Macky Sall. Sucré salé du quotidien écrit. C'est Sall, note de départ. Le président Sall compte-t-il les jours avec autant d'empressement? Est-il si pressé de quitter la tête du pays? Hier en tout cas, il s'est particulièrement montré agacé par la tournure des événements. Que faire, se demande le commentateur. Malgré les tensions et les pressions, il a la responsabilité quand même de laisser un pays réconcilié et en osmose à son successeur. D'ici demain, on aura une date pour la présidentielle pour sortir de ce mélodrame afin d'éviter d'autres drames. Il semble faire du 2 avril son terminus, quelles que soient les circonstances. Et après, s'interroge le journal, c'est l'incertitude qui s'installe. Pour ça, en tout cas, à force d'être traîné dans la boue, le journal note que Macky a fini par s'emporter. Je ne veux même pas en vérité assister à cette élection. Le Soleil souligne que le président n'a aucun agenda personnel. Aux yeux du journal Le Témoin, Macky confirme son départ le 2 avril et il annonce en fast-track aussi une loi d'amnistie. Deux commissions présidées respectivement par Maître Sidiki Kaba et Ismaël Madior Fall qui plancheront respectivement sur l'organisation matérielle du scrutin et l'après 2 avril. Selon enquête, les premières tendances se dessinent. Il y a peu de chances qu'il y ait des élections avant le 6 mai 2024. Il évoque le Ramadan, le Carême, le Dakar de Médina Gounass. Si cela ne tenait qu'à nous, le processus électoral ne serait pas repris, que l'élection se tienne avant que vous partiez plaide Sambassi du PIT. L'équation de l'inclusivité, Karim Wade et Ousmane Sonko dans le jeu, Walfadri relève que le dialogue ne donnera pas grand-chose. C'est l'impossible consensus. D'ailleurs, une bonne partie de l'opposition a préféré ne pas prendre part à cette discussion. Ils ont boycotté, même Idrissa Seck s'y est abstenu. On boycotte à la surprise générale, note le journal Les Échos. Les anciens premiers ministres, Jules Ndene Ndiaye, Abdoul Mbaye, Agibou Soumaré, eux aussi ont préféré décliner l'invitation. Les candidats recalés veulent une reprise du processus. Les autres, les validés, 16 parmi eux, sont allés, je cite, dialoguer avec le Conseil constitutionnel. Ils ont déposé chacun en ce qui le concerne ce qu'on appelle un recours en carence chez les 7 sages pour leur demander de fixer une date pour la présidentielle. Thierno Alassane Sall, cité par Libération, veut que cette fois le Conseil constitutionnel soit très clair et précis. Même Boun-Dionne, qui était au dialogue, veut la sauvegarde du droit acquis des 19 candidats validés. L'Église catholique réitère sa position, le clergé, pour le respect du calendrier électoral. Pour faire reculer Macky Sall, Arsuni Élection décrète une journée ville morte et grève générale aujourd'hui. L'éducation, le commerce, les transports, l'industrie concernée, service minimum dans le secteur de la santé, c'est les urgences prises en charge dans les hôpitaux. Pour une sortie de crise
Patrice Mondial Cissé de l'ONG 3D donne sa solution. Il est pour une rencontre entre les 16 candidats et Macky Sall au palais de la République. Le Témoin fait focus, lui, sur la loi d'amnistie examinée en conseil des ministres dès demain mercredi. Le journal note que c'est un deuxième enterrement pour la 50aine de morts tombés lors des dernières manifestations. Selon Cheikh Yérim Seck, repris par Tribune, Ousmane Sonko et Macky Sall sont à la base de tout ça. Le leader d'Expacef a validé les actes de Macky Sall. C'est la discussion entre les deux hommes qui a entraîné la libération des détenus proches d'Expacef. Atepa Goudiaby et Alioune Tine ne sont en fait que des faire-valoir. Les vrais médiateurs, c'est Cheikh Diba et Ousmane Yara du Mali. Le journal Bosque les Jours en profite pour constater de profondes divergences entre Ousmane Sonko et son lieutenant Bassirou Diomaye Faye. Divergence sur la libération des détenus, l'amnistie, tout comme le dialogue. Bonjour à tous. Rapido et son sticker rechargeable et la direction de la santé mère-enfant vous ont offert votre revue de presse. Point de vue. Regard croisé sur l'actualité du jour. Point de vue avec le professeur Ogosek et le professeur Ndiogoussar. Bonjour professeur Ogosek. Oui, bonjour. Vous êtes le président de l'association des juristes africains. Professeur Ndiogoussar, bonjour. Bonjour, monsieur. Vous êtes enseignant-chercheur en droit public à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar et membre du collectif des universitaires pour la démocratie. Je démarre avec vous, professeur Ndiogoussar. Le chef de l'État a annoncé hier à Diamniadio, lors de l'ouverture du dialogue national, un projet de loi d'amnistie sur les faits qui se sont déroulés au cours des différents épisodes survenus depuis 2021. Motif évoqué: réconciliation nationale, apaisement de l'espace public, des manifestations des troubles qui ont fait plusieurs morts, des commerces saccagés, des entreprises ont même fait les frais de ces troubles. Alors, professeur, est-ce que pour la raison d'une réconciliation nationale, on doit passer par pertes et profits toutes ces vies humaines? Professeur Ndiogoussar? Oui, à lui. Oui. Est-ce que pour un motif de réconciliation nationale tel qu'évoqué par le chef de l'État et la pacification de l'espace public, on doit passer par pertes et profits toutes ces vies humaines? Évidemment, M. Diop, vous savez que la paix sociale n'a pas de prix, et que quand on parle de société, c'est parce qu'il faut que les gens soient dans une situation de pouvoir vivre en toute commodité et qu'il y ait la paix sociale. Par contre, quand il y a des problèmes dans une société, et c'est normal qu'à un moment donné, que les gens essaient de s'asseoir, de discuter, éventuellement essayer d'aplanir un peu les incompréhensions et pour pouvoir revenir à une vie normale. Ça se fait dans tous les pays où il y a eu des problèmes ou des conflits extrêmement importants au plan politique et qui ont entraîné des conséquences au plan social. Souvent, les gens font une réconciliation entre les différents protagonistes et ensuite arriver parfois même à effacer tout cela quand on aura déjà réconcilié les principaux protagonistes. Par contre, pour le cas du Sénégal, je ne sais pas, parce qu'apparemment, des gens qui ont été appréhendés et qui sont encore en détention, c'est des gens qui, pour la plupart, n'ont pas encore vu un juge qui leur confirme les chefs d'accusation portés contre ces gens-là. Donc, je ne comprends pas comment on peut parler d'amnistie alors que ces gens n'ont pas encore été jugés. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que donc aujourd'hui, même si vous prenez une loi d'amnistie pour amnistier des faits, parce que l'amnistie ne vise pas les personnes mais des faits, et que si ces faits concernent ces personnes-là, demain, rien n'oblige aussi à ce qu'il y ait des contestations au niveau, parce que l'amnistie, parfois les lois qui créent des amnisties peuvent créer des situations de contestation par rapport aux mesures qui ont été prises dans le moment d'amnistie. Autre chose, je crois que l'amnistie est une prérogative de l'Assemblée nationale. Et je pense que l'Assemblée nationale est le représentant du peuple. Par conséquent, quand l'Assemblée décide de voter et de dire, de pardonner et d'effacer... Et c'est de même que le projet de loi sera adopté en Conseil des ministres avant d'être soumis à l'Assemblée nationale. Oui, parce que le président ne fait qu'une proposition d'un projet de loi. Maintenant, c'est l'Assemblée qui va... Il peut proposer, l'Assemblée dit non. Mais vu la configuration de nos assemblées ici, quand le président propose, il est évident que ça va passer. Il n'y a pas de souci. Mais d'habitude, ce n'est pas parce que le président a proposé un projet que l'Assemblée va suivre. Parce que l'Assemblée étant la représentation nationale, elle va pouvoir regarder les tenants et les aboutissants avant de pouvoir le faire. Donc je crois que oui, moi je ne suis pas contre une loi d'amnistie, mais il faut savoir aussi que est-ce que c'est tous les faits qui seront amnistiés, parce que le président n'a fait que proposer
pour le moment, en disant qu'entre 2021 et 2023. Mais dans une loi d'amnistie, on va voir est-ce que ce sont des faits qui sont criminels ou des faits qui sont correctionnels, et on peut aussi délimiter. Parce que tout cela, c'est une discussion. Oui, parce qu'il y a plusieurs morts qui ont été enregistrés au Sénégal depuis 2021. Là, je vais être très prudent. Parce que si c'est des faits qui ont un rapport avec les morts, je pense que là aussi, on ne peut rien attendre. Parce que vous savez aujourd'hui qu'en matière de suite pénale internationale, les crimes odieux qui peuvent faire l'objet de crimes contre l'humanité sont frappés du sceau de l'imprescriptibilité. Là, il faut que les gens le sachent aussi. Hein. C'est pas parce qu'on a tué des personnes, on va amnistier les faits, on dira que personne ne pourra. Sinon, c'est fini maintenant. Et les avocats, il faut rappeler, les avocats d'Ousmane Sonko avaient même saisi la Cour pénale internationale, le procureur. Et le dossier est là-bas. Aujourd'hui, toutes les personnes qui seront impliquées dans ces tueries, quel que soit leur rang, autorité ou autre chose, quelle que soit la loi d'amnistie qui sera votée, ces personnes seront poursuivies. Si ouverture d'enquête il y a. Hein? Mais si j'ai dit si ouverture d'enquête il y a. Oui, mais quand la Cour sera saisie, il est vrai que les premières enquêtes se feront au niveau interne, mais quand il y a carence de l'État, je pense que les procédures sont là, on connaît comment ça se passe. Hein. Mais c'est pour tout simplement qu'on va amnistier pour pacifier l'espace social. On peut pardonner, mais il y a des faits qu'on ne peut pas pardonner, qu'on ne peut pas effacer. C'est pas possible. Je reviens à vous, professeur Ndiogou Sarr. Professeur Ogosek, président de l'Association des juristes africains, est-ce que vous êtes d'accord avec cette loi d'amnistie, proposition de loi d'amnistie, telle que évoquée par le chef de l'État? Est-ce qu'on risque pas de précipiter les choses? Ne devrait-on pas attendre au moins des concertations nationales pour en arriver à une loi d'amnistie? Oui, merci de cette invitation à votre émission Point de vue. Donc, je salue mon interlocuteur et collègue, le professeur Ndiogou Sarr, que je salue respectueusement. Et je pense que concernant la loi d'amnistie, il faut qu'on soit très très prudent, puisque d'abord, nous n'avons pas le texte sous les yeux, c'est juste un projet de loi. Et la question, effectivement, est de savoir est-ce que cette amnistie va concerner les peines ou est-ce que ça va concerner les faits. Il est clair, en tout cas, que du point de vue du droit pénal, si on se réfère même au droit français, l'article 133.9 dit qu'en fait l'amnistie, c'est pour tous les faits et actes aussi, ainsi que les condamnations par le passé. Mais là, c'est une définition générale. Maintenant, la loi maintenant qui sera votée ici au Sénégal doit pouvoir nous préciser justement quels sont les actes qui vont être amnistiés et les condamnations, c'est-à-dire donc les peines. Donc, je rappelle que du point de vue, comme on le sait, l'amnistie va effacer toutes les peines qui seront prononcées par les tribunaux, contrairement à la grâce qui libère les individus, mais qui n'efface pas les peines. Maintenant, je suis d'accord avec mon collègue Ndiogou Sarr sur le fait quand même que dans une démocratie, on ne peut pas faire ce qu'on veut. Dans une démocratie, il y a des règles, il y a un équilibre à respecter. Et je rappelle toujours qu'il y a une ligne infranchissable qui ne doit pas être franchie, tant du point de vue du pouvoir que du point de vue de l'opposition. Et si le pouvoir commet des abus d'autorité avec son administration, ou si l'opposition commet aussi des excès avec des actes de violence, la ligne rouge est franchie. Et maintenant, si cette ligne est franchie, ça veut dire qu'il y a des torts qui sont causés. Et on ne peut pas passer à perte des profits quand même des actes incriminés. Maintenant, on est sur un terrain politique. Justement, c'est là que je voulais en venir. Pour certains, quand on parle d'amnistie, on regarde surtout du côté de l'opposition. Mais est-ce qu'une amnistie n'exonérerait pas des responsables gouvernementaux et sécuritaires de la mort de plusieurs manifestants qui sont pointés du doigt? Mais c'est justement ça. C'est-à-dire que si la ligne qui concerne, qui marque l'équilibre juridique, si cette ligne est franchie par le pouvoir, on peut dire qu'il y a des actes. Si maintenant des actes sont également posés par l'opposition, on appelle ça la violence. Mais la violence qui est exercée est souvent incriminée. Alors que
la violence qui est exercée par l'État du point de vue du droit, c'est une violence qui est légitime. Et donc, on n'appelle pas ça violence, on appelle ça la force. Maintenant, comment concilier l'usage de la force et l'usage de la violence? Il faut quand même un repère du point de vue du droit. Et maintenant, je parle toujours de cet équilibre donc qu'il ne faut pas franchir. Donc les abus, maintenant, c'est appartient au juge d'en décider. Maintenant, nous ne sommes pas maîtres des poursuites, ce sont les procureurs au niveau national et international qui sont maîtres des poursuites. Donc on ne peut pas, disons, trop s'avancer. Maintenant, comme la loi est en préparation, le projet de loi, il va falloir donc attendre de lire le texte pour pouvoir n'est-ce pas, apprécier plus largement cela. Cela dit aussi, je voulais préciser juste que dans le cadre de la réconciliation nationale, ce genre de projet est souvent la bienvenue. Mais il ne faut pas quand même qu'on passe, comme je l'ai dit tout à l'heure, à perdre des profits. Il faut quand même qu'on tire les leçons du point de vue de la démocratie. Justement, c'est la question que je voulais poser d'ailleurs, professeur Ogosek à Ndiogou Sarr. Professeur Ndiogou Sarr, est-ce qu'il n'y a pas d'autres artifices pour rétablir d'autres artifices pour en arriver à une réconciliation nationale, au lieu de faire dans un projet de loi précipité d'amnistie? Oui, en fait, merci beaucoup. Et puis, je salue aussi mon ami et collègue Ogo. Je ne savais pas que c'est lui qui était de l'autre côté. Et je lui rends tous les hommages. Et pour revenir à votre question, je disais tout à l'heure, je pense que le collègue l'a dit tout à l'heure, d'habitude dans les pays où il y a une loi d'amnistie, c'est quand on aura déjà établi les faits, qu'il y a des enquêtes, on a condamné, on revient pour pacifier, il y a un dialogue, on essaie de faire une réconciliation et on va voter une loi. Aujourd'hui, on a l'impression qu'on est en train de mettre la charrue avant les bœufs, voter une loi d'amnistie, c'est des faits qu'on amnistie, alors qu'il y a des personnes qui sont supposées effectivement incriminées par rapport à ces faits. Cela veut dire que ces personnes ne seront jamais poursuivies si on suit la logique. Et c'est ça le mal. Finalement, il n'y aura pas d'enquête, il n'y aura pas rien du tout. Et ceux qui ne sont pas jugés doivent être libérés alors? Oui, mais en principe, on aurait pu. Parce qu'on est en train de libérer des gens après 9 mois, 10 mois, après 6 mois, sans aucune charge. On ne notifie aucune charge. Ça pose un problème déjà. Maintenant, si ces gens ont été arrêtés à la suite des manifestations où il y a eu mort d'homme, ces gens peut-être sont supposés innocents. Parce que ce n'est pas parce qu'on n'a pas une manifestation qu'il y a mort que c'est vous qui êtes le criminel. À partir de ce moment, il faut donc une enquête pour situer les responsabilités avant de pouvoir d'abord parler de... Et j'aimerais, dans ce cadre d'espèce, qu'il y ait au moins réconciliation, qu'il y ait dialogue et qu'on libère les prisonniers dont on est sûr qu'il n'y a aucune charge contre ces personnes-là. Et après, maintenant, on peut continuer les enquêtes pour essayer de voir par rapport aux personnes incriminées, qu'est-ce qu'il faudra faire. Mais tout à l'heure, venir pour amnistier les faits et... Comme le dit notre collègue, là, je pense qu'on attend d'avoir le projet pour voir quels sont les faits qui sont amnistiés. Est-ce que ce sont des faits criminels ou correctionnels? Est-ce que c'est économique ou par exemple c'est par rapport à des délits ou des crimes de droit commun? Il faudra voir dans ce sens. Merci. Et je pense que maintenant, il appartient aussi aux députés, quand ils auront connaissance de ce projet, de voir maintenant quels sont les éléments qu'il faut élaguer. Et là, on pourra avoir beaucoup plus d'informations par rapport aux visées effectivement de ce projet de loi d'amnistie. Merci, voilà. Professeur Ndiogou Sarr, enseignant-chercheur en droit public à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, membre également du collectif des universitaires pour la démocratie. Je termine avec vous, professeur Ogosek. Que deviendront ces enquêtes qui ont été annoncées par les autorités gouvernementales? Oui, en tout cas, du point de vue de... Enquête jamais rendue publique d'ailleurs. Oui, du point de vue de l'efficacité juridique, en tout cas, nous pensons que en réalité, il faudra faire la part des choses parce que aujourd'hui, après ces événements malheureux de mars jusqu'à nos jours, il y a beaucoup de gens qui ont perdu leur emploi, il y a beaucoup de gens qui ont perdu des membres de leur famille, etc. Et donc, si dans une partie on s'habitue à amnistier des faits délictuels et criminels, ça veut dire qu'à l'avenir, n'importe quelle personne, que ce soit une personne au pouvoir ou dans l'opposition, peut faire tout ce qu'il veut et ensuite passer à perte de profit des actes incriminés. Et donc, il faudrait... Et l'on a l'impression qu'au Sénégal, qu'on n'amnistie que des faits criminels. Voilà. L'assassinat de Maître Sey du temps de Abdoulaye Wade lorsqu'il était à la tête du pouvoir, la loi Ezzan, l'amnistie relative bien sûr à la crise casamançaise et aujourd'hui ces événements malheureux qui ont fait plusieurs morts.
Voilà, parce que c'est très politique. On est dans un espace politico-judiciaire. Et donc, on essaie de trouver des problèmes, des solutions juridiques, si vous voulez, à des problèmes politiques. Maintenant, il faut qu'on tire, en tout cas, les leçons de tous ces événements et que l'histoire ne se répète plus. Et si c'est dans ce sens, on peut quand même saluer un peu l'initiative du président allant dans le sens du pardon et de la réconciliation nationale. Mais il faut penser à l'éducation aussi, parce que si les gens ne sont pas éduqués, on va toujours aller dans les mêmes infractions. Si les gens ne sont pas bien éduqués, ce sera toujours l'indiscipline, le désordre, le chaos. Et donc, c'est ça un problème, alors que l'éducation est aujourd'hui en crise. Donc, il faudrait coordonner tout ça et que le pardon, la réconciliation doit arriver aussi avec l'éducation du peuple. Merci, professeur Ogosek, président de l'association des juristes africains. C'était Point de vue, c'était le journal. Merci à Abdoulaye Diop qui a assuré la partie technique, Maïssa Mbaye à la digitalisation. Merci à Al-Hadj Ndiogoudien pour la coordination, à Mbaye, chef d'édition. Excellente suite des programmes sur Radio Futur.